Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Elias Brugidou. Bonjour Elias. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton mémoire de Master 2 en sciences politiques relations internationales qui s'intitule Les voyants et les gardes, pratiquer et légitimer la narration visuelle d'anticipation comme expertise sécuritaire aux États-Unis et en Europe. Donc tu as réalisé ton mémoire sous la direction du professeur Thierry Balzac à Sciences Po Paris. Et ce que je te propose, Elias, pour la suite de cet épisode, donc ce nouveau format que j'ai lancé sur le Dazibao en bref, je te propose de te laisser les rênes du podcast. Et donc on veut pratiquement tout savoir, donc en un temps réduit. On aimerait savoir comment tu es arrivé à ce sujet, les grandes questions que tu t'es posées, puis bien sûr les grandes conclusions que tu tires de ces mois de recherche que tu as passé à travailler sur ce mémoire. Voilà. Merci beaucoup pour cette opportunité déjà. Donc, je vais tâcher de répondre à l'exercice imposé. Donc, mon mémoire, comme tu l'as dit, dans mon mémoire, je m'interroge sur le recours contemporain par différentes organisations militaires occidentales à des formes de savoir sensibles qui vont être pris au sérieux par les professionnels de la sécurité et de la guerre comme moyen de définition et de sensibilisation vis-à-vis de menaces dites émergentes, entre guillemets. Donc ce travail il part d'une interrogation première, qui est la suivante, c'est-à-dire que si les armées ont historiquement financé, produit et diffusé un large éventail d'œuvres culturelles, autant littéraires que visuelles ou audiovisuelles d'ailleurs, ces œuvres étaient envisagées principalement comme des outils de communication ou de propagande destinés explicitement à un public qui était plutôt extérieur aux armées. Or, depuis plusieurs années, on voit émerger un nombre croissant de projets militaires occidentaux qui sont consacrés, encore une fois, à la production de récits et d'images fictionnés, mais qui sont désormais présentés par les armées comme de véritables pièces d'expertise et qui ont comme vocation explicite d'orienter dans le temps long la réflexion des armées et d'anticiper de futures surprises stratégiques, comme disent les acteurs. Et donc, mon interrogation, c'était comment faire sens de ces projets, de ces images et récits singuliers, ou plus académiquement, comme je le formule dans mon mémoire, ma question de recherche qui était donc comment la mise en image et en récit du futur est-elle, aux États-Unis et en Europe, constituée en une forme d'expertise sécuritaire légitime. Et donc pour formuler ma réponse à cette question de recherche, je l'ai fait en trois parties. D'abord, j'ai essayé de comprendre comment s'est progressivement structuré depuis la fin des années 90 un réseau transnational d'expertise qui était situé à l'intersection entre les mondes de l'art, le champ économique et les institutions sécuritaires, et qui s'est spécialisé autour de l'usage professionnel de l'esthétique et de l'imagination à des fins d'anticipation. Ensuite, je vais analyser au travers de deux projets qui ont impliqué ce réseau transnational, qui ont été produits pour le compte des armées américaines et françaises, la nature des menaces dites émergentes, donc, que vont mettre en avant ces formes singulières d'expertise sécuritaire. Enfin, je vais développer une typologie des audiences ciblées et des effets recherchés par cette expertise et les récits visuels qu'elle a contribué à produire. Et donc voilà, aboutir à une espèce de typologie des publics ciblés. Pour les méthodes que j'ai mobilisées dans mon travail, j'ai eu recours à une approche pluraliste, combinant à la fois des entretiens semi-directifs, une analyse discursive et visuelle et des observations participantes. Donc, on va reprendre ça dans l'ordre. Donc, ce que je propose de commencer par cette première partie de résultats de recherche. Alors, la première de ces parties, elle est consacrée à la double généalogie de ce que je vais appeler dans mon mémoire, alors attention, c'est un peu compliqué, le champ interstitiel des futurs imaginaires, qui est une sorte de réseau d'expertise organisé autour de l'usage professionnel de l'esthétique et de l'imagination à des fins d'anticipation, et qui se distingue, voire s'oppose à une forme d'expertise du futur plus installée, qui est pratiquée par exemple historiquement par les futuristes de la guerre froide ou les consultants en prospective plus traditionnels.
Et donc la première généalogie que je vais décrire au cours de cette partie, c'est celle d'un désarmement progressif du potentiel critique des imaginaires au profit du marché. Depuis la littérature de science-fiction et la bande dessinée des années 60 et 70, ce processus de désarmement, il va aboutir, bon, c'est un processus long, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais dans le courant des années 2000, à l'émergence, sous l'impulsion de plusieurs auteurs, designers et futuristes qui sont particulièrement inspirés par le courant de la SF cyberpunk des années 80, va émerger le design fiction, qui est un terme qui renvoie à un ensemble de pratiques professionnelles qui emploient la narration visuelle d'anticipation comme une forme de méthodologie structurée au service de l'innovation et du management. Et donc de leur théorisation initiale aux États-Unis, ces méthodes du design fiction vont ensuite être diffusées à l'international et en particulier en Europe occidentale. Et donc ça, c'est la première généalogie que j'explore. Et la deuxième, c'est qui va au-delà de cette dépolarisation des imaginaires au profit du marché. C'est une généalogie qui est plus directement liée aux institutions sécuritaires et qui commence en gros dans les années 90-2000 avec l'échec du projet de la révolution dans les affaires militaires, qui est une espèce de grand tournant doctrinal aux États-Unis et ailleurs, mais surtout aux États-Unis. Et donc ce tournant doctrinal va connaître un échec avec les attaques du 11 septembre et les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Et donc pour essayer de pallier au manquement de ce projet-là, qui était très technocentriste, très tourné vers la technique, les outils informatiques pour prédire et gagner la guerre, les professionnels de la lutte antiterroriste en particulier vont, pour anticiper les prochaines attaques terroristes, faire appel à ce que c'est les politistes Claudia Arado et Renz von Munster nomment un style de raisonnement conjectural, là encore c'est une expression que je reprends, qui est fondé sur l'usage de l'imagination et d'une forme de réflexion sensible et non probabiliste. En fait, là, on parle de dessin, concrètement. On parle de dessin, on parle aussi comment dire, d'exercice de théâtre quasiment, de simulation, mais au sens oui, théâtral joué d'attaques terroristes par exemple, mais enfin, voilà, de dessins, d'affiches, donc voilà, de forme d'exploration sensible d'une forme de monde caché dans lequel on pourrait trouver des indices pour, dans l'espoir d'anticiper ce qui va se jouer. Et donc ça se passe beaucoup dans les cercles de réflexion sur la lutte antiterroriste. Et ensuite, dans le contexte de la fin des années 2010, qui est marqué par une relative perte de vitesse du récit de la guerre au terrorisme et de cette expertise-là, va être progressivement adopté ce raisonnement par les armées. Et donc cette fois, plus forcément pour faire face à une attaque terroriste uniquement, mais pour faire face à ce que donc les acteurs appellent la surprise stratégique, entendue dans un sens très large. Et donc c'est dans le cadre de cette adoption du style conjectural que plusieurs organisations militaires américaines et européennes vont faire appel au design fiction, dont je parlais plus tôt. Et donc la conjonction de ces deux généalogies, de ces savoirs et de ces acteurs, va former ce que j'appelle dans mon travail le champ interstitiel des futurs imaginaires, donc qui est cette expertise un peu étrange que j'étudie. Voilà, donc après avoir fait le portrait et la généalogie de ces acteurs, de ces énonçants, les gens qui publient les récits et les images, interrogeons-nous donc sur ces récits et ces images. Pour faire ça, pour me confronter directement aux matériaux, j'ai choisi de faire une analyse discursive et visuelle de deux séries spécifiques de récits d'anticipation qui ont été produites par ce champ d'expertise pour le compte d'organisations militaires. Alors, ces deux séries de récits, c'est les suivantes. La première, c'est celle de 12 bandes dessinées qui ont été produites dans le cadre du projet américain Future Conflict Graphic Novels, qui a été porté entre 2018 et 2023 par le Army Cyber Institute, qui est un think tank de l'armée de terre états-unienne. Et la seconde série de récits, c'est celle du projet français de la Red Team Défense, qui a été lui porté entre 2019 et 2023 par l'Agence d'innovation de défense du ministère des Armées, et qui a abouti à 8 récits déclinés en ouvrages papier et en plusieurs artefacts visuels et audiovisuels qui sont accessibles en ligne. Au cours de cette analyse, comme moi je suis ancré dans le champ des études de sécurité, je vais porter spécifiquement attention à la question des menaces désignées comme émergentes au sein de ces récits et aux échos trouvés par ces menaces fictionnées au sein des contextes politiques et culturels de fabrication et de publication de ces récits. S'agissant spécifiquement donc du contenu des récits visuels, je vais identifier 3 figures de l'ennemi qui sont particulièrement mises en avant. La première, elle correspond à une forme de menace fluide et anonyme qui correspond à un ensemble de terroristes, de pirates et de traîtres, donc c'est comme ça que j'appelle la menace, terroristes, pirates et traîtres, qui en fait sont capables de frapper par surprise les armées en retournant contre elles-mêmes leur matériel et leurs hommes. La seconde, c'est celle d'une foule contestataire qui va s'opposer aux armées, une foule
présentée comme aveuglément violente, pardon, et généralement manipulée depuis l'étranger. Et le dernier avatar de l'ennemi mis en avant au sein de ces récits, c'est une forme de réactualisation de l'archétype de l'État voyou, qui était déjà très présent au moment de la guerre contre le terrorisme, qui donc a été voyou, qui, au mépris du droit international, va chercher à déstabiliser ce que la chercheuse Jacinta O'Hagan va nommer l'Occident libéral, qui renvoie en particulier aux pays de l'OTAN, mais pas exclusivement. En cherchant ensuite à localiser les menaces représentées au sein de ces publications, je distingue également deux lieux de violence qui sont régulièrement convoqués par ces récits. Le premier, il renvoie à ce que les professionnels de la sécurité et de la guerre nomment une conflictualité dans le champ informationnel et cognitif, qui est une forme d'espace de conflit immatériel dont la définition particulièrement extensive va tendre à brouiller les frontières entre expression politique contestataire et acte de guerre autorisant une réponse armée. Le second correspond à un ensemble de villes hostiles, au sein desquelles je vais distinguer deux types idéaux. Le premier, c'est la ville sanctuaire, qui est spécifique au récit américain pour le coup, et qui renvoie à la figure du homeland attaqué, qui est assez connu dans les productions culturelles américaines. Le 11 septembre, quoi. Oui, voilà, c'est l'exemple type, et on va voir que le contexte du 11 septembre reste très prégnant dans ces récits américains typiquement. Et donc le second, archétype type idéal de la ville convoquée par ces récits, celui de la ville sauvage, qui cette fois est partagé par les deux projets et qui convoque cette fois une forme de représentation orientaliste. Et donc, au-delà des contenus, j'ai aussi cherché à souligner l'influence du contexte de publication sur la nature et la forme prise par les menaces au sein de ces deux séries de récits. Et donc je vais distinguer, comme je le disais, contexte politique et culturel. Tout d'abord en mettant en avant aux États-Unis comme en France l'influence d'une actualité internationale qui est à ce moment-là marquée par la guerre en Ukraine, la pandémie et la crise environnementale. Et d'un point de vue culturel, ces deux séries de récits partagent également le recours à ce que j'appelle des grammaires visuelles transnationales, qui vont correspondre par exemple au recours abondant à une forme d'imagerie pseudo-technique dans le récit, imagerie qui a pour unique fonction d'immerger le spectateur dans une forme d'impression de futur, pour le mettre vraiment au cœur de ces récits et qu'il y croit finalement. Dans le cas particulier des futurs conflits graphic novels, donc le projet américain, je vais souligner, comme tu l'évoquais, un poids particulier de l'héritage politique du 11 septembre, mais aussi un ancrage culturel au sein de traditions culturelles spécifiquement états-uniennes, donc Thanksgiving, le football américain, bon, voilà, il y a des références comme ça qui percolent dans les récits. Et par contre, pour le projet français, donc projet de la Rétime Défense, euh, c'est un peu différent, c'est plus ancré dans l'actualité nationale, on va dire. Je vais montrer l'inscription de ces récits dans une forme de polémique plurielle, disons, au sein de polémiques nationales qui portent sur la légitimité de certaines catégories très discutées, très débattues, telles que le wokisme, entre guillemets, le communautarisme, là aussi, entre guillemets, et l'écoterrorisme, encore une fois, entre guillemets. Au-delà de ces catégories, une volonté clairement exprimée par les porteurs du projet, mais finalement seulement en partie réalisée, de s'appuyer sur des références culturelles spécifiquement européennes, donc tenter de se détacher des imaginaires américains pour mobiliser vraiment des imaginaires spécifiquement européens. Ce qui, disons qu'il y a des tentatives dans ce sens, mais que c'est pas entièrement réalisé comme j'essaye de le montrer dans le mémoire. En voulant se déprendre des imaginaires américains, certaines références culturelles francophones ou européennes sont convoquées. Je pense par exemple au Furtif de Damasio, qui était un ouvrage assez important dans la SF française de cette époque-là. Mais finalement, l'imagerie et les narrations proposées au sein du récit français restent quand même assez marquées par des œuvres américaines. Je pense à Dune par exemple, qui est infuse dans plusieurs récits, mais il y a d'autres exemples de ce type dont on ne peut pas finalement réellement s'extirper, en tout cas dans cette série de récits en particulier. Voilà, donc après les acteurs, les énoncés, leur contexte de publication, vient donc enfin la question des audiences ciblées. Et donc c'est à ça que je consacre la troisième partie du travail, qui va cette fois dépasser le cadre strict des deux projets que j'évoquais précédemment, qui était vraiment au cœur de la deuxième partie. Et cette fois, je vais tenter de réaliser une typologie des audiences ciblées par les récits visuels produits généralement par le champ interstitiel des futurs imaginaires, et des effets recherchés, au-delà des audiences ciblées, des effets recherchés auprès de ces audiences. Alors là, pour être très succinct, je distingue deux types de publics qui eux-mêmes sont divisés en deux sous-audiences, on va dire,
le terme sous-audience est un peu inapproprié, mais c'est celui qui me vient là. Tout d'abord auprès d'un public militaire qui est composé donc d'officiers nationaux qui se constitue la première sous-audience et de partenaires occidentaux d'autre part, donc la deuxième sous-audience. Partenaires occidentaux réunis notamment au sein d'arènes affiliées à l'OTAN. Je montre que ces publications cherchent à diffuser et harmoniser une définition commune des menaces dites émergentes et donc de mettre à la fois tout le monde d'accord à la fois au sein de l'état-major national et auprès des partenaires occidentaux. Et là, je reconvoque à nouveau cette notion d'Occident libéral pour en fait montrer qu'il y a une espèce de tentative de ressouder les liens entre les pays de cet Occident libéral par la négative, donc en les dressant communément face à une menace acceptée de tous, ou du moins reconnue par tous. Et donc, au-delà de ce public militaire, je vais donc distinguer un second ensemble de publics, cette fois civil. Face à ce public civil, je vais montrer comment ces récits visuels d'anticipation, ils cherchent à provoquer une forme de mobilisation sensible et immersive d'un public à la fois d'élus, auprès desquels l'objectif va être de légitimer D'avoir des sous. tout à fait une augmentation budgétaire et un allègement du contrôle politique. Et d'autre part, un public beaucoup plus large, qui correspond à une large part de l'opinion publique, et dans laquelle la jeunesse particulièrement et spécifiquement ciblée, est mise sensiblement et jusqu'à corporellement à contribution dans l'exploration de ces scénarios. Voilà. Donc voilà en gros comment se déroule mon travail. Donc depuis la généalogie du champ interstitiel des futurs imaginaires, que je déclare dans la première partie, jusqu'à la typologie des audiences ciblées en troisième partie, en passant donc par l'analyse des menaces construites par ces récits visuels, la seconde partie. Et donc voilà, selon moi, en quelques mots, comment la mise en image et en récit du futur s'est constituée aux États-Unis et en Europe, donc comme une forme d'expertise sécuritaire légitime pour boucler sur ma question de recherche de départ. Est-ce que ces deux programmes continuent? Les deux programmes donc, qui sont au cœur de ma deuxième partie ont cessé de produire l'un et l'autre. Donc c'était entre 2018 et 2023 pour les États-Unis, en 2019 et 2023 pour la France. Cependant, aux États-Unis, il y a une pluralité, mais ça pour le coup, avant ce projet et même après, d'initiatives de la sorte qui bourgeonnent, produisent des récits, puis cessent. Mais on peut retrouver un certain nombre des acteurs qui ont produit qui ont produit les récits que j'étudie dans d'autres initiatives de ce type aux États-Unis et ailleurs. C'est pour ça que je parle vraiment d'un champ interstitiel d'expertise, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui sont présents à plusieurs endroits sur ces initiatives-là. Et en France, le projet également est clos. Cependant, il y a un successeur officiel reconnu comme tel par les gens qui ont lancé la RETIM, en particulier Emmanuel Kiva, qui est désormais donc le délégué général à l'armement. Et donc ce successeur, c'est Radar, qui lui est encore en cours et qui est une espèce de passage à l'échelle et qui implique. Je parle un peu de Radar dans la dernière partie de mon travail sur les publics, puisque l'idée est de mettre encore plus directement à contribution le public civil, et en particulier la jeunesse, dans la construction et l'appropriation de ces scénarios, puisque l'idée, ça va être notamment d'organiser des événements, comme donc le lancement du projet Radar à la Maison de la Radio, au cours desquels le public, donc qui est largement civil et largement issu de la jeunesse, va être plongé dans le scénario à travers différents exercices, différentes mises en situation, pour s'approprier et retravailler ce scénario activement et non pas uniquement passivement par la lecture d'un ouvrage par exemple. Ok, super. Elias, je crois que tu as commencé un doctorat là depuis le mois de septembre. Tu travailles sur quoi maintenant? Alors bah tout à fait, donc ouais, ce sur quoi je voulais boucler, parlons-en désormais. Donc ouais, au terme. Je fais le Ah passe-plat. mais non mais ça me permet de vendre mes recherches actuelles, c'est avec un très grand plaisir. Et donc du coup, ouais, au terme du mémoire, j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doc financé par Sciences Po. Et donc depuis septembre, je suis en parcours de thèse. Je suis dirigé par le professeur Frédéric Ramel. Et donc dans ce parcours de thèse, je m'efforce d'explorer plus spécifiquement la thématique de la guerre informationnelle et cognitive, dont je parlais quand j'évoquais les lieux de violence analysés au cours de mon mémoire. Parce que c'est une thématique que donc, comme j'ai évoquée, mais que j'ai pas pu approfondir dans le cadre du mémoire. Or, c'est un enjeu qui devient de plus en plus prégnant
au sein des démocraties occidentales, aux États-Unis et en France en particulier. Et je m'interroge sur, là encore, comment est-ce que cette menace est communiquée au public, et comment il y a une forme d'expertise et d'expertise sécuritaire qui se construit autour de cette question de la guerre informationnelle, guerre cognitive. Donc, et en étant donc toujours attentif donc à ces questions d'expertise, et comme là encore la guerre informationnelle et cognitive, c'est beaucoup de matériaux narratifs et visuels, d'essayer de comprendre comment interagissent narration et visualité dans les processus de construction et de légitimation des menaces. Ok, super. Merci beaucoup, Elias, pour ce résumé de ton travail. Pour les auditeurs qui ont envie d'aller plus loin, il y a un article sur le site internet du podcast. Et bien évidemment, il y a la version longue de notre entretien où tu rentres dans les détails sur ton travail de recherche. Merci encore pour ce travail de concision. Et puis, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. And the time we need to fix a broken